Simone Gbagbo sera jugée ici en Côte d'Ivoire. C'est l'extrait dans ce 13 heures de l'interview télévisée du chef de l'État hier. Alassane Ouattara a répondu à toutes les questions brûlantes de l'actualité sans détour face à la presse nationale et internationale. Télévision numérique terrestre, la Côte d'Ivoire a émis son tout premier signal numérique à partir du centre émetteur d'Abobo. C'est le ministre de la Poste et des TIC qui l'a annoncé hier. Situation politique au Burundi, l'opposition décide de boycotter les élections. Bonjour à tous. À 4 mois des élections en Côte d'Ivoire, le président fait un bilan de son action à la tête de l'État. Hier, face à la presse nationale et internationale, le chef de l'État a abordé des sujets d'actualité. Sur la question relative au transfèrement de Simone Gbagbo à La Haye, le président Alassane Ouattara a expliqué que l'ex-première dame sera jugée ici en Côte d'Ivoire. Extrait. Monsieur Simone Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. C'est un verdict qui a été très critiqué, notamment par des ONG internationales, mais en même temps, ça ne satisfait pas les pro-Gbagbo qui estiment que c'est une décision politique. Ça ne satisfait pas les victimes qui estiment qu'elles n'ont pas eu de réponse à leurs questions. Oui. Est-ce que vous pensez que ça donne raison à la CPI qui estime que Simone Gbagbo ne peut pas être jugée en Côte d'Ivoire parce que la justice ivoirienne n'en a pas la capacité? Oui, mais vous savez, je suis un peu surpris de ce raisonnement parce que Laurent Gbagbo est à La Haye depuis novembre 2011. Le jugement n'a pas commencé. Alors pourquoi on fait un problème du fait que le jugement de Simone Gbagbo prend du temps? Au moins, nous avons commencé le procès. Elle a été entendue, elle a été interrogée par des juges, etc. Et les choses se passent normalement. Ce que je veux qu'on comprenne bien, il n'est pas question pour moi de remettre en cause notre coopération avec la Cour pénale internationale. Si Laurent Gbagbo et Blé Goudé se trouvent à La Haye, c'est tout simplement parce que notre justice n'était pas en mesure de les juger à cette époque-là. Mais aujourd'hui, nous pouvons juger Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. Nous avons aménagé notre code pénal. Il n'y avait pas de notion de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Maintenant, c'est chose faite. L'Assemblée l'autorise. Quand nous sommes sortis de la crise post-électorale, vous étiez là. Il n'y avait pas de tribunaux, il n'y avait pas de juges, il n'y avait pas d'huissier de justice. Il n'y avait quasiment pas de justice. Et donc, ces deux Ivoiriens se retrouvent à La Haye de ce fait. Mais en réalité, si la justice d'alors, comme a laissé, était celle d'aujourd'hui, Laurent Gbagbo ne serait pas à La Haye, Blé Goudé ne serait pas à La Haye. On les aurait jugés ici. Mais aujourd'hui, nous pouvons juger Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire et elle sera jugée en Côte d'Ivoire tout en respectant tous les engagements de coopération que nous avons avec la CPI. Monsieur le Président, vous dites qu'on peut le faire et pourtant la CPI continue d'exiger que Mme Gbagbo lui soit remise. Oui, mais c'est son droit, mais elle peut toujours exiger. Mais moi, j'ai dit qu'elle peut être jugée ici. Et je suis un pays souverain et on ne va pas venir me dire que ma justice est incapable, alors que je la vois, qu'elle fait des progrès et que maintenant elle répond aux normes internationales et que nous avons un code pénal qui est totalement donc conforme à tout ce que nous voulons pour juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Mais après le procès de Simone Gbagbo et de ses coaccusés, ces organisations des droits de l'homme et de nombreux observateurs ont critiqué, on dit qu'il y avait un dossier d'instruction qui était quand même mal ficelé, qu'il y avait un manque de preuves et que du coup c'était d'une certaine façon un mauvais procès. Ce sont des reproches que vous entendez ou que vous balayez? Ah oui, non, j'ai bien entendu. Comme je vois qu'en France il y a des procès et certains disent que c'est pas juste, c'est pas équilibré. Je vois des procès avec le jeune qui a tué des gens à Boston. Il est condamné à mort. Certains disent qu'il aurait... C'est normal, ça, les commentaires des organisations des droits de l'homme, c'est leur travail. Hein. Chacun, moi, j'ai une justice qui fait son travail, je la laisse faire son travail. D'ailleurs, quand nous avons demandé à Mme Christine Taubira de venir, c'était précisément pour que nous puissions bénéficier de l'assistance technique, de l'assistance juridique de la France. Parce que je tiens à avoir une justice qui soit considérée comme une justice exemplaire et moderne. C'était là un extrait de l'interview que le président a accordé hier
à la presse nationale et internationale. À Washington, Mme Dominique Ouattara a échangé avec l'équipe dirigeante de la Fondation mondiale du cacao. La présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants a eu également plusieurs autres audiences. Au menu, la lutte contre la traite des personnes. Abiba Damblessaoui. Pas de pause. L'offensive diplomatique continue pour la présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, Mme Dominique Ouattara. Le mardi 23 juin, elle a reçu en audience à sa résidence de Washington l'équipe dirigeante de la World Cocoa Foundation, Fondation mondiale du cacao, conduite par son président du conseil d'administration, Bill Guitton. Avec cette organisation internationale, dont les membres sont majoritairement des industriels du cacao, la première dame a fait le tour d'horizon de la problématique de la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. En 2012, la Fondation du cacao avait décerné un prix à Mme Dominique Ouattara pour ses actions remarquables dans la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Après la World Cocoa Foundation, c'était au tour du sous-secrétaire adjoint associé pour les affaires internationales au ministère du Travail, Éric Biel, d'être reçu en audience par la première dame de Côte d'Ivoire. Les deux personnalités ont passé en revue les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre le travail des enfants. Une fois de plus, M. Éric Biel a renouvelé les félicitations du département d'État américain à Mme Dominique Ouattara, la présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. La dernière audience du jour a été accordée à l'ambassadeur Kurt Voll, directeur exécutif de McCain Institute. Au centre des échanges, la lutte contre la traite des personnes. Il a été informé sur le dispositif législatif et le plan national d'action en cours d'élaboration. Ici à Abidjan, bientôt un échangeur au carrefour Solibra sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. La réalisation de cet ouvrage sera assurée par des entreprises ivoiriennes et japonaises. C'est un don du gouvernement du Japon. Alors, signature de convention entre l'ambassadeur du Japon et le ministre des Affaires étrangères. On fait le point avec Michel Digré. Carrefour Solibra à Trècheville. Si à cette heure de la journée le trafic semble fluide, ce n'est pas toujours le cas aux heures de pointe. Le carrefour enregistre un trafic journalier de plus de 130 000 véhicules. Le futur échangeur financé par le Japon à hauteur de 25 milliards de francs CFA permettra de réduire les bouchons à cette intersection. Ce projet envisage de construire un échangeur et de rationaliser le système de feux de signalisation dans l'objectif d'augmenter la capacité de trafic routier, d'amoindrir les embouteillages et de fluidifier la circulation au niveau de ce carrefour. Ce don du gouvernement japonais à la Côte d'Ivoire confirme la vitalité de la coopération entre les deux pays. Ce financement vient compléter une longue liste d'appui du gouvernement japonais en faveur de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien voudrait réitérer sa gratitude aux autres autorités japonaises pour l'assistance constante et surtout humanitaire qu'elles n'ont cessé d'accorder au peuple ivoirien. L'ouvrage sera réalisé par des entreprises japonaises et ivoiriennes, une expérience qui permettra un transfert de compétences et renforcera les capacités des structures locales qui prendront part à ce projet. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan au vernissage de BCC Amis des Arts. L'exposition a lieu du 25 juin au 25 juillet 2015. Exposition qui a pour thème « Dialogue des générations ». Pendant donc un mois, le public pourra apprécier les œuvres de 12 artistes peintres de la vieille et nouvelle génération. Les détails avec Issa Yeo et Adama Kone. De grands noms de l'art à l'honneur à l'occasion de la 9e édition de l'exposition BCC Amis des Arts au plateau. Michel Kodjo, Mathieu Jensin, Monet Bou, James Oura, Sami Stenka, Augustin Kassi, des figures emblématiques de la peinture en Côte d'Ivoire, sont sur les cimaises du hall de la Banque. Cette exposition se veut un dialogue des générations, d'où la présence des fioles des maîtres. L'idée qui a prévalu est l'idée de transmission des connaissances.
J'ai la chance d'être un prof et moi-même j'ai eu des profs qui ont beaucoup compté pour moi. Et je sais que plus on rencontre de maîtres décisifs dans sa vie, plus on est fort dans sa tête pour faire ce qu'on peut faire. Depuis 2003, nous consacrons un peu de notre temps et de nos ressources au sponsoring et à l'accompagnement d'artistes en Côte d'Ivoire. C'est une initiative donc qui est appelée à durer. Cette exposition est une reconnaissance d'un travail de longue haleine, soulignent les artistes peintres. J'ai ici 5 œuvres dont connexion, c'est-à-dire avoir le regard fixé sur Dieu, sûr de soi, parce qu'Africains, on était très complexés. Et maintenant, il faut qu'on aille de l'avant, il faut qu'on se donne beaucoup de chance et qu'on ait confiance en nous-mêmes. Le Premier ministre, tout en saluant le mécénat des organisateurs, a réitéré la volonté du gouvernement de faire de la culture une priorité de l'émergence. Pour avoir un développement durable, il faut qu'il y ait un soubassement, et le soubassement, c'est la culture. Je voudrais féliciter à nouveau donc la BCC de favoriser le développement de l'art en Côte d'Ivoire, en plus donc de favoriser le développement économique. Donc c'est un grand plaisir d'être ici et je félicite donc tous les artistes qui ont fait ces belles expositions et je pense que là aussi, comme dans le domaine économique, l'émergence est en route. Le public friand de l'art a plus d'une trentaine d'œuvres à voir. Télévision numérique terrestre, la Côte d'Ivoire a émis son tout premier signal numérique à partir du centre émetteur d'Abobo. C'est le ministre de la Poste et des TIC qui l'a annoncé hier. La bonne nouvelle, le ministre a voulu la partager avec les journalistes et les travailleurs de l'AIGF. Le point avec Konaté Moussa. Le premier signal numérique en Côte d'Ivoire a été constaté le jeudi 25 juin 2015 à partir du centre émetteur d'Abobo. L'annonce a été faite par le ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, Bruno Nabagné-Koné, au cours de sa visite de travail à l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques, AIGF. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a commencé sa migration vers le numérique, puisque le premier signal a été émis. Selon le ministre Bruno Koné, ce moment est opportun vu les atouts que présente le numérique. C'est nous-mêmes qui avons décidé d'accélérer le pas, parce que nous voyons l'intérêt que cela représente, de basculer immédiatement au numérique. Basculer immédiatement au numérique va faciliter, par exemple, les aspects libéralisation du secteur de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Si nous basculons, nous améliorons la qualité du son, nous améliorons la qualité de l'image, nous permettons, là où il n'y avait qu'une seule chaîne, de diffuser une dizaine de chaînes de télévision. J'allais dire, c'est un saut très important. La Côte d'Ivoire prête pour le basculement de l'analogique au numérique. Ce premier départ concerne la ville d'Abidjan et bientôt tout le pays. 6 centres émetteurs ajoutés aux 29 existants ainsi que plusieurs équipements seront opérationnels. D'ici fin décembre 2015, il est prévu une couverture de près de 65% du territoire national. Sur place, le ministre des Postes était ici à inviter le personnel de l'AGF, Agence ivoirienne de gestion des fréquences, à accomplir ses missions. On fait toujours le point avec Moussa Konaté. 3 véhicules stationnés. À l'intérieur, tout un équipement technologique. Le rôle de ces véhicules, contrôler l'ensemble des fréquences utilisées pour des services radioélectriques. Nous sommes dans les locaux techniques de l'AIGF, Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques. Il y a en fait une analyse d'une bande de fréquences, qui est la bande FM. Et la flèche que vous voyez, le fuseau que vous voyez, indique la direction de l'émetteur qui est utilisé pour cette émission. L'AIGF assure la planification, l'attribution et le contrôle des fréquences radioélectriques. 2 ans après sa création, une visite du ministre Bruno Nabagné-Koné dans les locaux techniques et administratifs, suivie d'échanges avec l'ensemble du personnel. Nous avons intérêt à bien travailler afin d'atteindre les objectifs visés à travers la création de l'AIGF. C'est à ce prix que l'ensemble de la communauté nationale retiendra que votre réforme avait lieu d'être.
Il faut que chacun accepte de jouer complètement le rôle qui est le sien et qu'il le joue au service de la collectivité. C'est ça qui est important. J'estime que vous avez du personnel qualifié, du personnel de haut niveau, en mesure de réussir la mission de gestion des fréquences en Côte d'Ivoire. Le ministre Bruno Nabagno-Koné annonce également le renforcement des équipements et autres moyens de l'AIGF, du matériel qui va redynamiser l'agence et la rendre performante. Une performance déjà visible avec la Côte d'Ivoire qui est maintenant prête à basculer de l'analogique au numérique. Autre sujet, les acteurs du secteur du transport sont convaincus des avantages de la couverture maladie universelle. Ils se sont fait enrôler afin de bénéficier des avantages de cette politique sociale de l'État ivoirien. Regardez. Siège provisoire du Haut Conseil des transports à Treichville. Sous cette bâche, des agents procèdent à des remplissages de fiches, des prises de vue et d'empreintes des acteurs du transport. Les transporteurs munis de leurs pièces d'identité et extraits de naissance se font enregistrer dans le cadre de la couverture maladie universelle. C'est pour le bien-être de la population. Donc à ce titre-là, je suis venu avec toute ma famille. C'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. On va lancer le message à toute notre famille, on va leur dire tous, c'est très important pour tout le monde. La santé n'a pas de prix. Donc j'invite tous les camarades à partir d'aujourd'hui de venir s'enrôler. Convaincus des avantages de la couverture maladie universelle, les transporteurs affirment leur adhésion totale, un fait qui réjouit les autorités en charge de l'opération. Je pars d'ici avec un sentiment vraiment de très grande satisfaction parce que le milieu du transport adhère à 1000% à la CMU. Le président du Haut Conseil vient de donner l'exemple et tout le bureau est en train de se faire enrôler et je pense qu'à partir de lundi, tous les transporteurs dans toutes les gares vont commencer à se faire enrôler et ça je pense que c'est un message très fort dans le sens de la mise en place effective de la couverture maladie universelle. Selon la Caisse nationale d'assurance maladie, 97% de la population ne bénéficie pas de couverture santé. La couverture maladie universelle va permettre aux populations d'avoir des soins de qualité à moindre coût, à savoir 1 000 francs par mois et par personne. Pour bénéficier, il faut se faire enrôler. 55 sites fixes et des dizaines de kits mobiles d'enrôlement sont installés dans les communes du district d'Abidjan et dans tous les chefs-lieux des régions du pays. Élue récemment présidente du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, section rurale, Véronique Aka était récemment dans le Morono. En bateau, Véronique Aka a présenté sa feuille de route. Commentaire Thérèse Tapeyoboué. Accueillie à l'entrée de la ville, Véronique Aka, escortée jusqu'à la place des manifestations par les populations de Mbato. Cet hommage en raison de sa récente élection à la tête de l'UFPDCI rural. Pour la première fois, une femme de Mbato à cette tête-là. Je suis très heureuse. C'est une dame qui est dans tous les milieux. C'est une femme qui a beaucoup fait pour le PDCI. Donc je pense bien qu'elle peut arriver. Pour tout dire, la promotion de Véronique Aka ne surprend guère en Mbato. Tous, y compris la représentation locale du PDCI, sa famille politique, sont unanimes sur les qualités de la toute première présidente de l'UFPDCI rural. Femme de conviction et d'abnégation, des raisons pour les populations de renouveler en leur fille confiance et soutien. Pour sa part, la nouvelle élue n'a pas pu s'empêcher de dévoiler son ambition. Mon ambition est de bâtir une nouvelle union nationale des femmes rurales, en vue d'une unité et d'une solidarité agissante dans le travail pour une société de prospérité partagée où il fait bon vivre pour chacune et pour tous. Cette cérémonie d'hommage a été l'occasion du donner et du recevoir. Ainsi, les cadeaux, Véronique Aka en a reçu, comme elle en a donné aux populations. Matériel biomédical, présent aux personnes du troisième âge, kit pour ménage et agriculture. Lancement de l'élaboration du schéma régional d'aménagement du territoire de la région de la Nawa, événement qui a eu lieu à la salle de la maison des Chênes de Soubré. On fait le point avec Patricia Oumou-Etia.
Le préfet de la région de la Nawa, Ali Kwadio, salue l'initiative du conseil régional d'élaborer un schéma régional d'aménagement du territoire de la Nawa. Selon lui, ce projet permettra à la région de bénéficier d'un document de référence pour le développement harmonieux de la région. Le schéma régional d'aménagement du territoire fixe le cadre global de la politique de mise en œuvre des différentes initiatives en faveur d'un développement harmonieux et équilibré, indique Roger Ndraman, responsable d'un cabinet de la place. Selon lui, la méthodologie constitue à élaborer un diagnostic territorial qui s'appuie sur des enquêtes de proximité à travers toute la région. Une rencontre qui constitue donc un tournant décisif pour prendre des mesures appropriées afin d'impulser le développement de la Nawa. Les camions de ramassage d'ordures ménagères peuvent à nouveau prendre la direction d'Akwedo. Après une semaine de fermeture, la décharge publique qui s'y trouve a été rouverte hier grâce au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui a échangé sur le sujet avec la communauté villageoise d'Akwedo. Abou Sanogo pour plus de détails. Fermée depuis le vendredi 19 juin dernier, la décharge publique d'Akwedo dans la commune de Cocody est ouverte depuis cet après-midi. Grâce à la présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, ministre de la Sécurité, M. Ahmed Bakayoko, la crise a définitivement pris fin. Aux populations abidjanaises, nous leur présentons nos sincères regrets pour les désagréments qu'ils ont dû subir pendant cette période. La réouverture de la décharge publique d'Akwedo a été rendue possible grâce au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. C'est à l'issue d'un échange avec la communauté villageoise d'Akwedo. Ahmed Bakayoko a invité la jeunesse du village d'Akwedo au calme et à l'apaisement. Selon lui, tous les problèmes posés seront résolus pour le bien-être des populations d'Abidjan. Faites confiance au président, tout va se régler. Toujours dans vos actes, privilégiés l'apaisement. Et moi, en venant ici, c'est ce que je voulais vous montrer. L'humilité, le respect de l'autre et puis l'intérêt général. Ces préoccupations seront évoquées au cours de la prochaine rencontre entre le ministre d'État et la communauté villageoise d'Akwedo. Cette décharge reçoit 3000 tonnes d'ordures par jour. L'Afrique se prépare pour parler d'une seule voix lors de la conférence de Paris sur le climat. Les élus locaux s'engagent à faire bloc pour de meilleurs résultats dans cette lutte contre le changement climatique. Charles Tato. Le sommet des régions et villes d'Afrique pour le climat, qui se tient à Yamoussoukro, a connu un engouement, vu le nombre et la qualité des participants, notamment les élus locaux ivoiriens et ceux des autres pays de l'espace UEMOA. Les travaux de ce sommet donnent donc l'occasion aux élus locaux africains d'afficher leur prise de conscience vis-à-vis de la menace des changements climatiques et de leur responsabilité à mobiliser les moyens pour une lutte efficace contre ce phénomène dramatique. Il est important donc qu'on prenne conscience. Moi je pense que à deux directions. La première direction c'est donc d'être unis à Paris pour faire prendre les responsabilités de ceux qui polluent le plus. Ce n'est pas normal qu'on pollue à 3% et qu'on subit les conséquences. Nous aussi, nous ne contribuons pas à ce changement-là par notre comportement. Que nous ne jetons pas des ordures n'importe comment, que nous ne bouchons pas les caniveaux que nous avons. Regardez quand il pleut, le phénomène que nous avons. Les paysans ne doivent pas utiliser les intrants chimiques parce que ça, c'est néfaste à l'environnement. Ils doivent utiliser les techniques culturelles modernes qui sont des produits bio. C'est important d'être là pour intégrer la problématique féminine et aussi elles ne subissent pas seulement mais elles sont aussi détentrices de solutions de par leur savoir et savoir-faire et qui ont un fondement culturel. 8 ateliers thématiques ont réparti les participants pour des échanges quant à une décision commune à prendre à la conférence de Paris. Dans le domaine de l'agriculture, à Miyagi, une société coopérative agricole vient d'offrir des logements de maîtres, une cantine scolaire et une latrine aux élèves de cette localité, ce dont d'un coût global de 76 millions de francs CFA va permettre d'améliorer le cadre de vie des élèves et des enseignants. Commentaire Chantal Eouma Akanda.
C'est au cours de sa 6e Assemblée générale ordinaire que la Société de coopérative agricole Trollin de Méagui a mis à la disposition du système éducatif de la localité ses infrastructures sociales de base. Il s'agit d'un bâtiment de 3 classes, de 3 logements pour enseignants, d'une cantine scolaire et d'une latrine. Le tout d'une valeur de 76 millions de francs CFA. Selon le président du conseil d'administration de la coopérative, ce geste est rendu possible grâce aux bénéfices réalisés au cours de la campagne Café Cacao en 2014. Le directeur départemental de l'agriculture, Lassine Diomandé, et le sous-préfet de Méagui, Amadou Traoré, ont exhorté les producteurs et la coopérative à s'approprier les bonnes pratiques agricoles. Tout en saluant la construction de l'école, ils n'ont pas manqué d'inviter les parents à inscrire les enfants à l'école et leur établir également des jugements supplétifs. Les Mangoro, originaires de Katiola, vivant à Abidjan, ont un nouveau chef. Il s'agit d'El Hadj Koulibaly. Il a pour mission de rassembler la communauté et œuvrer pour l'union des fils et filles Mangoro pour le développement de leur région. Mamadou Kwasi. El Hadj Koulibaly dirige désormais la communauté Mangoro vivant dans le district autonome d'Abidjan. Sa mission réunit tous les fils et filles Mangoro originaires de Katiola afin de contribuer au développement de leur région. Le nouveau chef de la communauté Mangoro a été installé selon leur tradition. Devant ses parents, il a pris l'engagement de travailler à l'union et à la cohésion au sein de leur communauté. Parlant de cohésion, El Hadj Koulibaly a reçu le soutien des différents chefs de communauté vivant dans la commune de Yopougon. Pour El Hadj Koulibaly, président de la mutuelle de développement de la communauté Mangoro, cet acte vient renforcer les acquis pour une bonne entente et surtout pour améliorer les conditions de vie de leurs parents à Katiola. Le représentant du parrain Gilbert Kafana Kone félicite la communauté Mangoro pour son organisation. Youssou Koulibaly invite les membres de la communauté Mangoro à devoir leur nouveau chef, respect et soumission. Pour la caution morale et spirituelle, El Hadj Koulibaly a bénéficié de l'assistance d'une délégation des chefs traditionnels Mangoro, venus de Katiola, leur département d'origine. C'est un homme qui a marqué son temps, mais malheureusement, il nous a quittés tôt. Roger Fulgence Kassi, animateur télé, décédé le 20 janvier 1989, est décoré aujourd'hui à titre posthume. Mais avant, notre équipe de reportage s'est rendue dans son village à Kokumbo, à quelques kilomètres de Toumodi, pour rencontrer la famille de l'illustre disparu. Serge Kolia. Cela fait 26 ans que Roger Fulgence Kassi, animateur vedette des années 80 à la télévision ivoirienne, a tiré sa révérence. 26 ans que les espoirs placés en lui par les populations de Kokumbo, son village, se sont effondrés. De temps à autre, quand nous avons un petit bout de temps, on vient faire ce que les jeunes frères font actuellement. On vient nettoyer, passer, c'est un coin, on doit immortaliser pour que tous ceux qui passent à Kokumbo sachent que Fulgence Kassi vient vraiment de Kokumbo. Roger Fulgence Kassi ou RFK, une symphonie inachevée. Ainsi pourrait-on résumer le sentiment de ses parents. La manière dont notre enfant a commencé, franchement, moi j'ai vu que c'est quelqu'un qui allait être plus fort qu'aujourd'hui. Ça nous fait mal. Quand on voit sa photo, hier par exemple, quand j'ai vu son travail qu'il a commencé à la télévision, ça m'a touché. Sa sœur aînée est membre de la fondation RFK qui s'assigne pour mission essentielle de valoriser l'image de l'animateur disparu. Nous l'avons rencontré en compagnie de la mère de Fulgence Kassi. Pour elle, Ful a donné plus qu'il n'en a reçu. C'est Alpha qui, lorsqu'il fait ses tournées et tout, il vient de temps en temps voir sa mère. Sur plein d'artistes que Ful a aidé, une seule personne. Alpha Blondy. Pour autant, l'idole de la jeunesse de l'époque, encore adulée aujourd'hui, n'aura pas vécu en vain. RFK sera décoré à titre posthume par la grande chancelière ce vendredi 26 juin 2015. Un devoir de mémoire et de reconnaissance pour cet animateur qui repose depuis 1989 sur la terre de ses ancêtres au pied de la montagne Kokoum. Terminons en images. Au Burundi, toute l'opposition a décidé unanimement de boycotter les élections qui ont été préparées par la CENI, élections prévues à partir de lundi dans le pays. L'opposition estime que les conditions ne sont pas réunies pour leur tenue, a annoncé l'un de ses responsables ce vendredi. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Adama Kone. Merci de votre fidélité, merci de nous faire confiance.